Et là, les copains, qui c'est qui touchera rien pour sa retraite, qui à 62 ans se lèvera en se disant vivement la retraite. Alors, le Conseil d'orientation des retraites a publié des chiffres, comme il le fait chaque année, qui montrent que notre système de retraite est structurellement en déficit et qu'il le sera sur les prochaines années. Je pense que ce qui est important... Pas indéfiniment. Enfin, qu'il le sera. Et aussi à terme, partir de 2070, moi, les hypothèses, on pourra en reparler d'ici là. Mais ce système, il est déficitaire. Pourquoi ? Ce qu'on veut faire, nous, c'est préserver notre système de retraite par répartition, qui est au cœur de notre modèle social. Un système de retraite par répartition, c'est un système dans lequel les actifs financent les pensions des retraités. On vit de plus en plus longtemps. Donc, le nombre d'actifs rapporté au nombre de retraités ne cesse de baisser. En 2005, on avait 2 actifs pour 1 retraité. Aujourd'hui, on a 1,7 actifs pour 1 retraité. Demain, on aura 1,5 actifs pour 1 retraité. On voit bien que ceux qui disent qu'on peut ne rien faire, voire qu'on peut ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans, ne disent pas la vérité aux Français. Si on veut préserver notre système de retraite, si on ne veut pas laisser une dette sur le dos des générations futures, si on ne veut pas baisser les pensions, alors il faut progressivement travailler plus longtemps. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, évidemment, les économies qu'on devra faire et les recettes supplémentaires qu'on aura... aussi à autre chose. Non, absolument pas. Non, mais attendez, on a un système qui est en déficit. On a un système qui est en déficit. Donc il s'agit de le ramener à l'équilibre. Donc on ne va pas... il n'y a pas de l'argent en plus. Tous les efforts des Français serviront uniquement aux retraites. Tous les efforts serviront à financer les retraites. Les économies sur les retraites ne serviront qu'aux retraites. Était-il nécessaire de faire ces économies ? On a pas mal décrypté cela dans les instants porchés, mais le gouvernement n'en démord pas. Faisons un petit point. Dans le projet de loi de programmation de finances 2023-2027 proposé par le gouvernement qui veut ramener le déficit sous la barre des 3% d'ici 5 ans, on voit bien que les économies prévues par la réforme des retraites notamment ne sont pas garanties pour les retraites. Un déficit, ça se résorbe soit en baissant les dépenses, soit en augmentant les recettes. Augmenter les recettes, ça veut dire augmenter les impôts ou arrêter de diminuer ou supprimer ceux des grandes entreprises, par exemple. Et ça, c'est niette pour le gouvernement. Alors, pour contenir le déficit, qui n'est pas une obligation, on n'est pas obligé de contenir le déficit, mais pour faire les yeux doux à Bruxelles-ci, eh bien, pour contenir ce déficit, alors, si pas d'augmentation de recettes, alors diminution des dépenses, bim. Retraite et chômage sont les premiers d'une longue liste à être touchés. Donc non, rien ne garantit que les économies des retraites serviront qu'aux retraites. Elles serviront aux dépenses publiques, qui incluent les aides aux entreprises, dont on parlera en deuxième sujet de cette émission. Autre argument maintes fois décortiqué aux médias, il fallait faire des économies sur les retraites, on est obligé, on n'a pas le choix. Thomas, on va se tourner vers toi pour cette question. On l'a souvent dit ici, mais comme les libéraux et néolibéraux rabâchent les mêmes arguments sans cesse, est-ce que tu peux nous refaire un topo sur la réforme des retraites, histoire qu'on ait les idées claires ? Tout à fait. Alors, la première chose qu'il faut savoir déjà sur notre système de retraite, c'est que nous avons un système de retraite qui est efficace et nous avons le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde. Mais vraiment beaucoup plus faible. En Allemagne, ils ont 3 fois plus de retraités pauvres que chez nous, par exemple, parce qu'on se compare souvent à l'Allemagne. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le choc démographique est derrière nous. Là, on nous dit, sous diverses prévisions, qu'effectivement, il va y avoir plus de vieux et donc que le financement va devenir de plus en plus difficile. Mais ce choc démographique a déjà eu lieu. Dans les années 70, on avait 3 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, on a 6 retraités pour 10 actifs. Donc, on a fait x2. Et le choc qui est devant nous, qui devrait mettre à terre, soi-disant, notre système de retraite, c'est de passer de 6 retraités pour 10 actifs à 7 retraités, ou 8, 7,5, 8, pour 10 actifs. Donc, le vrai choc démographique est déjà passé. Et comment on a fait pour s'en sortir ? Comment on a fait ? Eh bien, on a tout simplement augmenté la part de la richesse que nous consacrons aux retraites dans le PIB. On est passé de 7 à 14%. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas du tout augmenter la part de ce qui a été créé, en fait, pour le donner aux retraites. Donc, on est dans une impasse. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut décaler. Alors, au début, il voulait changer. Souvenons-nous quand même en 2017, c'est bien de rappeler ça, parce que ça montre en fait que derrière ça, il y a une volonté que tu as rappelé au début, c'est de faire des économies sur la dépense publique. Au début, il voulait faire la retraite à points. Ça devait être révolutionnaire, ça devait être plus équitable. Il y avait l'exemple suédois qui nous montrait que 92% des femmes avaient vu leur pension baisser, mais on nous disait que c'était mieux. Voilà. Puis maintenant, il a abandonné ça.
Comme ils disent ça va être trop compliqué à faire, on va décaler l'âge de départ à la retraite, comme l'a fait Fillon, comme l'a fait aussi finalement à peu près Touraine. Hein. D'ailleurs, la réforme de Touraine va être mise, on va en mesurer les effets que dans une dizaine d'années. Donc on décale l'âge de départ à la retraite, donc on fait des économies. Et quand on regarde ces 10 dernières années, on a quand même plus décalé l'âge de départ à la retraite qu'on a gagné en espérance de vie. Ça veut dire que les économies, on va les faire sur les années où vous avez le droit de toucher la retraite. Les retraités vont toucher moins d'années de retraite. C'est-à-dire quelqu'un qui partait aujourd'hui à 65 ans, il partait avec 3 années de bonus. Quelqu'un qui va partir à 62 ans après la réforme, soit qu'elle sera mise en place, il partira avec 3 années de malus. Donc il aura une retraite plus faible. Donc les pensions de retraite vont diminuer globalement. Il y a 3 choses à retenir. La première des choses, c'est que nous avons le taux de pauvreté des retraités parmi les plus faibles au monde. Ça, il faut le retenir. Notre système est efficace. Ça, il faut l'avoir toujours en tête. Parce que là, on a l'impression que rien ne fonctionne. Notre système est efficace. La deuxième chose, c'est que le choc démographique qu'on nous promet comme un désastre, il est déjà passé. Il est derrière nous et nous avons réussi à l'absorber. Là, devant nous, nous avons un mini-choc démographique que l'on arrivera à absorber comme le précédent. Une fois qu'on a ça en tête, on se rend compte qu'il y a d'autres solutions que celle de devoir travailler plus longtemps et de passer en fait finalement de la fin de carrière au cimetière le plus rapidement possible. On va parler des jeunes maintenant parce qu'en fait la réforme des retraites est surtout soutenue par les plus vieux. En fait, il n'y a que chez les inactifs et en particulier chez les retraités qui ne seront donc pas touchés que le soutien à la réforme des retraites est majoritaire selon le sondage Harris Interactive réalisé pour le compte de RTL. Mais pour la jeune génération, la question des retraites peut paraître lointaine, surtout dans un monde en proie au réchauffement climatique où notre génération, je dis notre, parle de fin du monde, de retraite qu'on ne verra peut-être jamais. Peux-tu nous expliquer en quoi ces sujets peuvent être liés ? C'est vrai que c'est difficile, y compris pour des personnes, on va dire, de la génération intermédiaire, c'est-à-dire de fin de trentaine, qui, eux, savent déjà que le système de retraite, vu toutes les réformes qu'il y a eu, ils ont vécu dans un monde où on n'a parlé que de ça, des réformes de retraite. Ils se disent, finalement, moi, je sais que je cotise, mais je ne sais pas ce que j'aurai. Parce qu'il y a une vraie instabilité aujourd'hui, finalement, politique, au niveau des retraites. Chaque gouvernement, que ce soit de gauche avec Hollande, de gauche, Parti socialiste, de droite avec Sarkozy, et là, ni de gauche ni de droite, mais plutôt de droite Macron, on s'est toujours attaqué au système de retraite. Toujours. Donc ces gens-là qui ont fini leurs études à 25 ans et qui bossent depuis 10 ans, ils voient qu'ils cotisent et ils disent qu'il y a une instabilité dans les retraites. Et pour les jeunes, c'est encore plus criant. Ils disent, vous nous parlez des retraites, c'est très bien, mais nous, on vous parle de ce qui se passera en 2060 si on n'inverse pas la tendance du réchauffement climatique. Donc pour eux, ça peut paraître pour une question secondaire. Mais là où il faut que chacun comprenne que c'est une question importante, c'est que, en fait, la réforme des retraites va entraîner une plus grosse partie des gens, notamment les plus riches, qui vont aller vers la capitalisation. Et puis pour moi, c'est le début de la fin. On veut le détricoter totalement, ce système de retraite. Ces 350 milliards, les fonds de pension sont en train de baver dessus. Ils veulent taper là-dedans. Ils tapent sur l'assurance chômage, ils vont taper sur la retraite. Je pense qu'après, ils vont attaquer les aides sociales. Donc c'est un combat vraiment contre la société de marché, contre la privatisation de tout. On privatise le chômage, on privatise les aides sociales, on privatise la retraite, on privatise le climat. C'est le capitalisme vert, là ça va être le capitalisme silver, puis il y aura le capitalisme chômeur, il y aura... Voilà, c'est ça. Et en fait, on ne peut pas accepter cette société. Il y a des choses, ce sont des choses communes, qui doivent être gérées normalement par la collectivité. On crée une partie de la richesse, on accepte que qu'une petite partie, pas grand-chose, revienne aux chômeurs, qu'une petite partie revienne aux retraites, qu'une partie aille à la transition énergétique ou ailleurs. Donc c'est important de comprendre que c'est la lutte contre l'économie de marché, en réalité, tout ça. Parce que l'économie de marché veut casser ça. Donc il doit y avoir absolument une convergence des luttes entre les mouvements plutôt jeunes d'action contre le réchauffement climatique et cette réforme des retraites. Et les copains, qui c'est qui touchera rien pour sa retraite. Je suis exaspéré de voir ces tentatives permanentes pour duper les gens, les enfumer. Les gens sont braves. Le gouvernement, les gens sont braves, ils se disent bah, si ça ne marche pas, il faut qu'on fasse un effort. Alors on leur fait le coup 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis au bout d'un moment, on finit par se rendre compte que tout ça, c'est de l'enfumage. Non, il n'y a pas de problème de financement du système des retraites. C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, tous ceux qui font des grands pronostics se trompent continuellement. On nous avait annoncé 10 milliards de déficit pour 2021, il y a 2,7 milliards d'excédent. On nous avait annoncé 10 milliards pour cette année, il y a 3 milliards. Le sujet, c'est de gouverner, c'est prévoir.
Vous êtes d'accord avec ça? Oui, plutôt, oui. C'est le contraire de ce qu'on fait. L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'il faut faire cette réforme, pas pour tout de suite, pour l'équilibre tout de suite, mais pour après, voilà. Pour préserver le système de répartition qui sera déficitaire de 21 à 35 milliards en 2035. C'est ça qui se joue là. En disant, si on ne fait pas cette réforme aujourd'hui, on met en péril la solidarité entre les générations. Voilà, ce n'est pas vrai. D'abord, je ne peux que sourire devant les prédictions de gens qui se trompent tout le temps. Parce que si une seule fois ils avaient prévu quelque chose qui s'est réellement passé, on les prendrait au sérieux. Le rapport du corps ? Le rapport du corps, il avait annoncé 10 milliards de déficit cette année. Ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est écrit. Et cette année, c'est 3 milliards d'excédents. Donc disons qu'il y a peut-être des instruments qui ne fonctionnent pas très bien. Deuxièmement, au bout du bout de tout ce qu'on aura dit, on va passer à 64 ans. D'accord ? Ça veut donc dire que tout le monde va travailler davantage. Alors, posons-nous la question. Pourquoi devrions-nous travailler davantage ? Il y a, vous savez, un sujet d'enfumage permanent. C'est avant, il y avait 3 travailleurs pour 1 retraité en 1979. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc, la catastrophe s'avance. Mensonge. Un travailleur d'aujourd'hui produit 3 fois plus qu'en 1979. Donc, ce qu'il faut regarder, si on veut être sérieux... Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ça ne vous a pas échappé non plus. Le nombre d'heures travaillées par semaine en Asie du Sud, ça, c'est l'OIT qui dit ça, c'est 49 heures. En Europe de l'Ouest, c'est 37,2 heures. Si on était tout seul, on pourrait décréter qu'on ne travaille pas. Mais on n'est pas tout seul. Voilà. Bon sang, j'y avais pas pensé. Alors, si vous voulez prendre un exemple, travaillez autant que les Roumains, travaillez autant que ces pays. Pourquoi ils travaillent plus que nous? Souvent parce qu'ils n'ont pas les machines, ils n'ont pas l'accélération de la productivité qu'on a gagnée. Et puis, si vous voulez égaliser par le bas tout ce qu'on fait, payer les gens avec une biscotte beurrée, ça sera pas cher. Ce n'est pas sérieux de traiter comme ça. Le pays a diminué. La tendance historique, l'histoire longue, c'est la diminution par 2 du temps de travail pendant tout le siècle qui vient de s'écouler. Et pendant ce temps, on a augmenté, on a multiplié par 50 la production de la richesse. Là, un travailleur d'aujourd'hui produit 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Donc ça suffit. Donc la solution pour rester compétitif, ça n'est pas de travailler plus, c'est ce que vous dites? Non. C'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir travailler tous, pour pouvoir tous cotiser. C'est de travailler mieux, pour avoir des produits de meilleure qualité. Donc, il ne faut pas abrutir les gens au travail. Et puis surtout, par-dessus tout, il faut savoir partager. Parce que la clé du partage, le gâteau s'est considérablement élargi, mais la clé n'a pas changé. Les uns prennent tout et les autres le restent. Et aujourd'hui encore, à l'heure à laquelle nous parlons, nous apprenons que des bénéfices gigantesques, jamais vus dans toute l'histoire de France, vont dans les poches de quelques-uns, tandis que tous les autres sont là à tirer la langue, à se demander pourquoi ils doivent travailler 2 ans de plus. Donc on ne regarde pas non plus ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, on est à 65 ans, en Espagne, Danemark, où on est à 67 ans. Mais ce n'est pas une façon de raisonner, ça. Nous avons inventé des choses qui marchent très bien. Par exemple, le système par répartition, ce n'est pas dans tous les pays, il n'y en a pas aux États-Unis. Faisons comme les États-Unis, supprimons le système. Non, c'est pour le préserver qu'il faut faire la réforme, c'est ce que dit le gouvernement. Là, vous venez de prononcer la parole décisive. C'est donc pour préserver le système par répartition que le gouvernement fait ça. Mais alors, pourquoi a-t-il essayé d'abolir ce système par répartition? Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, j'étais à l'époque parlementaire et on nous accusait de tout parce qu'on avait ralenti la discussion. Pour finir, ils y ont renoncé, les revoilà qui reviennent par la fenêtre, dire il faut travailler plus longtemps. Je vais vous dire ce qu'ils font. Dans ce domaine, comme ils l'ont fait pour l'école, comme ils l'ont fait pour la santé, ils saccagent tout pour que ça devienne un marché. Si vous n'êtes pas content de votre Parcoursup parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous allez à l'école privée et vous vous endettez. Si vous n'êtes pas content de l'hôpital, vous allez à la clinique privée, etc. Et donc, non, mais attendez, c'est ça le cœur du sujet. Et donc là, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a 330 milliards tous les ans qui sont mis en circulation entre nous, les gens qui cotisons et ceux qui sont à la retraite, et ces 350 milliards, comment les transformer en fonds de pension? C'est ça leur objectif. C'est ce qu'ils ont essayé de faire l'année dernière, et ils reviennent cette fois-ci avec la proposition. Pourquoi? Parce que vous qui avez quelques moyens, moi, bon, je suis déjà à la retraite, c'est plus le sujet, mais vous... On y reviendra aussi. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas vous n'êtes pas satisfaite de ce qui va venir au moment où vous prendrez la retraite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un plan épargne retraite. Alors le plan épargne retraite, qui c'est qui le paye? Mais qui le paye?
les contribuables, parce que tout ce que vous allez mettre dans votre plan épargne retraite va être retiré de vos impôts. Et ensuite, ben, vous aurez des magots comme ça qui vont se constituer. Quand vous entendez, alors j'entends le premier argument qui consiste à dire c'est de l'enfumage, il n'y a pas d'urgence en termes de finances publiques à faire cette réforme. Aucune. Surtout venant de gens qui présentent un budget en déficit de 20% et qui viennent pleurer parce qu'il manque quoi 3% sur le budget total de la retraite. C'est une mauvaise plaisanterie. La dette publique arrive à peu près à 3 000 milliards d'euros. Les taux, vous le savez, remontent. La France va devoir lever cette année sur les marchés 270 milliards. Vous savez naturellement combien ça fait, un point de plus de hausse des taux sur la dette publique. C'est 40 milliards d'euros. Cette donnée-là, comment est-ce que vous arrivez à vous en extraire? Le FMI, par exemple, a fait la leçon à la France récemment en disant qu'il fallait en fait une consolidation budgétaire en 2023. Mais le FMI a aussi un bilan, Madame Roux. Si j'étais un perdreau de l'année, si j'étais quelqu'un qui arrivait, mais moi j'ai vu tout ça, j'ai déjà entendu 50 fois le FMI. Le FMI remontait les bretelles de la France? Le FMI a remonté les bretelles à tout le monde et tous ceux qui l'ont écouté ont plongé dans le chaos, Madame Roux. Le FMI a ruiné successivement le Mexique, la Russie, l'Argentine. Le FMI est une organisation qui n'a aucun résultat positif à mettre à son actif. Alors maintenant, vous me parlez de la dette. Mais parfait, parlons-en. Sur la hausse des taux, et comment est-ce qu'on s'extrait, au fond, d'une logique que vous contestez sans doute, qui est la logique des marchés? On a vu en Grande-Bretagne que quand, à un moment donné, les marchés s'agacent, on l'a vu avec l'Istrus, c'est compliqué. Comment est-ce que vous vous extrayez de cette logique financière? Il vaut mieux, parce que si on ne s'en extrait pas, on est mort. Comment vous faites? Alors, attendez, commençons. Déjà, on pourrait mettre le budget en équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait depuis 1974 qu'on n'y arrive pas. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la méthode qui ne va pas? Puisque depuis 1974, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait depuis cette période? On baisse les impôts sur les entreprises. Le déficit de cette année correspond pile poil à la somme des déductions d'impôts qui ont été faites par le gouvernement Hollande et par le gouvernement de M. Macron. C'est-à-dire aux alentours de 150 à 160 milliards. Ce sont des déductions d'impôts qui n'ont été compensées par rien, pas un emploi. Tout s'est transformé en dividendes. Donc on augmente les impôts. Vous voyez comme vous parlez mal? J'ai pas dit les impôts, j'ai dit les impôts sur les dividendes. D'accord. Et ça, il y a des sous, beaucoup d'argent. Et alors, on peut dire, bah, c'est normal qu'ils profitent un peu. Parfait, que tout le monde profite un peu. Mais quand on est tous dans la mouise, il faut que tout le monde fasse un effort. Pas seulement toujours les mêmes et les autres qui ne font rien. Cette année, pour les salariés moyens, c'est 10% de salaire en moins. Parce que l'inflation, c'est ça qu'on vous prend sur votre paye quand vous allez au magasin. Oui, on va y venir, mais je l'aurais déjà dit. Et puis, deuxièmement, Et puis, voilà ce que c'est pour le travailleur moyen. Plus l'annonce qu'il va falloir travailler plus longtemps dans la vie. Mais pour les autres, c'est 80 milliards. Ils ne mettent pas un rond d'investissement. Regardez les chiffres. Où ont-ils mis tout cet argent? Ils ont acheté des machines, ils ont développé, ils ont rajouté du temps libre. Non, tout pour eux. Et tout ça part dans la vie financière. Vous caricaturez pas en mettant toutes les entreprises dans le même sac. Je mets toutes les grandes entreprises dans le même sac. Mais je ne fais pas la... Pour moi, alors je vous remercie de me permettre de le faire, ce n'est pas pareil pour moi, la petite entreprise et la très grande. Et j'en ai par-dessus la tête de voir que les très gros se cachent dans les très petits. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans la paysannerie, c'est vrai dans tous les métiers, on vous pousse devant ceux qui vont le plus mal et les autres, pendant ce temps, sont bien cachés derrière. L'argument financier, vous y êtes arrêté. Oui. Venons sur le contenu de cette réforme vous avec savez, certaines Madame mesures. Roux, mais ça, c'est le boulot qu'on va faire maintenant. Oui. On va faire partout des réunions pour expliquer comment on l'a fait pour le traité constitutionnel. On va parler du mouvement social dans quelques jours. Mais d'abord sur les mesures d'accompagnement. Dans cette réforme, il y a aussi des mesures sociales. C'est 6 milliards. Vous les connaissez, vous les avez vus, j'en égrène quelques-unes. Le dispositif carrière longue pour permettre à ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans de partir à 62 ans. Les femmes, les hommes en situation d'invalidité qui pourront réclamer un taux plein à 62 ans. Ça fait 100 000 personnes par an, c'est 3 milliards. Une dernière, vous la connaissez, 85% du SMIC pour les petites pensions, 100 € brut en moyenne pour 2 millions de retraités. Ces compensations sociales, là, est-ce qu'il n'y a rien à garder là-dedans? Mais madame, c'est de l'enfumage. Encore? Mais bien sûr, je vous fais la démonstration. Allez-y. J'aurais préféré qu'on évite d'entrer trop dans les détails techniques, mais j'y suis disposé, je vous l'avais dit. Il y a des vies derrière. Oui. Elle a annoncé... Oui, mais c'est bien de ça dont je veux parler maintenant. Oui. D'accord? Mais je vais d'abord commencer par... Quand on parle de détails techniques... Non, madame, s'il vous plaît. Nous allons parler de la vie des gens dans un instant, c'est mon tour de dire dans un instant. Mais on commence d'abord par le baratin. Dire qu'on va donner 85% du SMIC. Aux gens, il faut préciser, qui ont une carrière complète. On parle de 2 millions de personnes. Seulement un tiers a une carrière complète. Et maintenant, je vais vous dire
le pompon, le bouquet. Je n'aurais pris que cet exemple. Les autres, vous vous en débrouillerez. Que cet exemple. Figurez-vous que cette disposition est dans la loi depuis 2003 et elle devait s'appliquer en 2008. Depuis 2008, qui a été au pouvoir non-stop? Monsieur Macron, pour une grande part, qui a été d'abord secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie pendant 2 ans, puis président de la République pendant 5 ans, et maintenant 1 an. Par conséquent, c'est de l'enfumage. J'ajoute que, alors ça ne fera pas 2 millions de personnes, mais seulement un tiers d'entre elles, et ensuite ça ne fera pas 1200, puisque dessus, il y a les ponctions qui doivent être faites sociales. Alors si vous voulez, il y a une manière de présenter les choses qui est inacceptable. Vous avez pris un autre exemple technique. Allez-y. On ne peut pas me coller. Entre 16 ans, on dit aujourd'hui, ceux qui ont travaillé, allez-y, pourront partir à 60 ans. Faux. C'est seulement pour ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans qu'ils pourront aller partir à 60 ans. C'est-à-dire exactement la situation actuelle. Mais pour tous les autres, direction 62 ans, 2 ans ferme. Voilà. Donc il faut... C'est ça que je c'est ça que vous allez combattre dans les semaines qui viennent. Mais bien sûr, c'est cette façon de duper les gens en leur disant « T'es content, Coco, on t'a donné un petit quelque chose ?» Alors on dit « Ah bah d'abord c'est tellement compliqué le temps qu'on arrive à comprendre. J'aime pas qu'on se moque des braves et des pauvres gens. » Et maintenant je vais vous dire autre chose. Combien coûte le malheur? Parce que les gens qui ne partiront pas à 62 ans, mais à 63 ou à 64, ou qui ne partiront pas à 60 ans, comme nous sommes un certain nombre à le proposer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est du bonheur que vous retirez de la société. Quel genre de bonheur? Le temps utile socialement. C'est pas seulement le temps contraint par le travail. Le temps libre, c'est pas un temps où on fait rien. D'ailleurs, si on veut rien faire, on fait rien. Mais 50% des présidents d'associations sont des personnes retraitées. 40% des maires des petites communes sont des gens retraités. Quand vous êtes grands-parents, vous vous occupez de vos petits-enfants. Il y a des jours où ça vous agace un peu, mais le fait qu'il y ait une vie de famille, qu'il y ait une cohérence intergénérationnelle, c'est possible comme ça. Et celui qui a son conjoint qui est malade et s'en occupe, pardon, mais qui va payer tout ça? Puisqu'il n'y a que les chiffres qui intéressent les gens et les économistes. Et le rapport des Français au travail a changé. Il s'est un peu inversé sur le rapport qu'ils ont au travail. La majeure partie des Français aujourd'hui préfèrent gagner moins et avoir davantage de temps libre. C'était inverse il y a une quinzaine d'années. Est-ce que ça veut dire que le sens de l'histoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, travailler moins longtemps? Le sens de l'histoire, c'est qu'on a diminué le temps de travail et que c'est bien. Je ne crois pas que les gens soient moins déterminés par leur travail. Mais il y a travail et travail. Pour vous, pour moi, nous avons des tâches plutôt intellectuelles. Notre corps n'est pas usé comme ceux qui usent leur corps. Et puis, il y a aussi pour les gens qui ont un certain niveau de formation, l'envie de faire bien et proprement ce qu'on fait. C'est-à-dire pas tout le temps courir, pas tout le temps être branché. Vous avez connu la génération qui se targuait, qui était toute fière de rentrer à la maison avec l'ordinateur sous le bras et de travailler le soir et de travailler le week-end. Ceux-là, ouais, ils ont compris qu'ils se sont fait avoir. Parce qu'ils ont allongé gratuitement leur temps de travail pour rien. Et à la fin, ils se sont usés. Souvent, ils ont détruit leur vie de famille. Et toutes ces choses-là, tout le monde en a ras-le-bol. Et pas seulement ça, mal faire ce qu'on fait. Est-ce que vous sentez que chaque personne qui fait un travail aime bien le faire? Et j'ajoute, vous avez vu ce qui s'est passé avec les jeunes gens d'agro? C'est une école supérieure, c'est incroyable, hein, c'est les gamins. Si vous voulez donner du sens à leur engagement. Alors ils disent, on est très content d'avoir ce diplôme, on remercie nos parents et tous ceux qui ont payé, mais on veut vous dire, votre agriculture, on ne la fera pas. C'est eux qui ont raison. Et c'est vrai pour les jeunes ingénieurs. C'est-à-dire qu'en toute chose, il y a une demande maintenant de sens. Les gens ont assez d'être des appendices de la machine ou de l'argent. Alors c'était dans son programme. Mais la République prévoit évidemment qu'il vaut mieux appliquer le programme pour lequel on est élu, mais elle prévoit aussi qu'il n'y a pas de mandat impératif. Et il y a une démocratie sociale. Elle existe aussi. La démocratie, c'est pas juste je vote une fois tous les 5 ans, et le reste du temps, je reste à la maison, je ferme ma bouche et je suis docile. En plus, ça n'est pas le tempérament des Français. Et après tout, va-t-on s'en plaindre d'être une grande nation, active, un peu bouillonnante? Et il y aura aussi... Le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, c'est un exercice qui a sa règle. Hein, c'est des règles particulières. C'est une espèce de 49.3 déguisé qui est là parce que le débat ne peut pas durer plus d'un certain temps. Alors au total, ça fait 50 jours. Si ça dépasse les 50 jours, l'aller-retour avec le Sénat, le gouvernement décidera tout seul et par ordonnance. Par conséquent, nous, notre intérêt, c'est que ça dure 50 jours de manière à ce que le maximum de gens arrivent à comprendre de quoi ils sont menacés. Parce que ceux qui croiront le gouvernement ne s'en rendront pas compte et tout d'un coup, ils se verront dépouillés sans le savoir.
Donc nous allons faire une énorme campagne. Déjà, nous, on a fait déjà plus de 30 meetings, on en a encore je ne sais combien. Vous savez, on est capable, là, en 2005, on a montré qu'on était capable de renverser une tendance. Et là, les copains, qui c'est qui touchera rien pour sa retraite, qui assoit... Le petit côté aussi... Puis c'est l'occasion, c'est des grands rendez-vous politiques. Par exemple, cette petite musique lancinante qu'on entend sur le dossier des retraites en permanence sur le thème, c'est quasiment mécanique, c'est presque une lapalissade. On vieillit de plus en plus, donc il faut forcément travailler plus longtemps. Voilà. Sauf que si on vieillit de plus en plus longtemps, si l'espérance de vie recule, c'est aussi parce que les générations qui nous ont précédés ont lutté précisément pour qu'on travaille moins longtemps. La réduction du temps de travail, des lois type celles qui ont été actées en 1919 sur la loi de 8 heures, par exemple, avec d'autres éléments, bien sûr, les progrès de la santé, les conditions d'hygiène, de sécurité, elles ont participé au fait que l'espérance de vie progresse. Donc il faut faire tout l'inverse de ce que préconise le gouvernement, c'est-à-dire plutôt que de s'entêter à repousser systématiquement l'âge légal du départ à la retraite, eh bien c'est par exemple de partager le temps de travail et de permettre aux jeunes d'avoir un emploi, par exemple, pour commencer par le commencement. Emmanuel. Je prends cet exemple pour dire quoi ? Qu'on a un gouvernement qui n'a jamais le courage à ce moment-là de dire on prend l'argent ici, puisqu'on parle tous depuis des mois d'inflation, de vie chère, de factures qui explosent dans le domaine de l'énergie, de l'essence, du gaz, de l'électricité, des produits de première nécessité. On vient d'avoir une séquence récente où on a des artisans boulangers qui nous expliquaient que le prix de la baguette pour s'en sortir devrait passer de 3 à 5 euros à cause de l'explosion des prix de l'électricité. On aurait pu imaginer d'avoir un débat à ce moment-là sur le fait de rétablir des tarifs réglementés, de faire échapper l'énergie au domaine du marché qui est la source de tout ça. Eh ben non. On a besoin d'argent, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper les mêmes, comme d'habitude, la majorité de la population. Et ça, au bout d'un moment, ça finit par ne plus passer. D'autant plus qu'au-delà des chiffres, parce que ce n'est pas une discussion algorithmique, je veux dire, il y a du vécu derrière tout ça. Et les gens, il faut arrêter de les prendre de haut. Concrètement, on est en train de dire, là, en ce moment même, qu'une femme de ménage, qu'une auxiliaire de vie, qu'une infirmière à domicile, qu'une caissière de supermarché, que quelqu'un qui va faire de la manutention, qu'un maçon va travailler 2 ans supplémentaires, alors qu'on sait tous et toutes que déjà à l'âge de 60 ans, si ce n'est pas avant, c'est déjà un calvaire ressenti dans les chairs. Donc, au bout d'un moment, ça aussi, c'est des motifs de colère. Olivier Besançon. Je ne lis pas dans le mar de café, mais ça peut être la répétition d'une grève générale. Ça peut être ça. Si c'est la crainte du gouvernement. Alors moi, ce que je décris, c'est pas une grève générale. C'est une grève extrêmement ciblée dans des secteurs Sauf que ça, par exemple, quand tu as plusieurs secteurs un peu mobilisés qui partent dans la bagarre, ça en entraîne d'autres, d'autant qu'il y a tout le contexte que j'étais en train d'évoquer. Donc c'est pour ça que je dis que le gouvernement joue avec le feu. Et ça se voit. Donc il ne faudra pas se plaindre dans quelques semaines, à force de jouer avec le feu, si le gouvernement se brûle, qui trébuche, voire qui tombe. Sauf que vous savez très bien que, de la même manière que le gouvernement parle d'une bataille de l'opinion, moi, de mon point de vue, la bataille de l'opinion, elle est perdue pour le gouvernement. S'ils avaient voulu la gagner, ils l'auraient gagnée avant sur ce projet de retraite. Mais comme toutes les réformes des retraites, Laurent. Mais c'est vrai. Mais il y aura une deuxième bataille de l'opinion. Est-ce que les Français, dans la période de résignation que vous décriviez, Aurélie, il y a quelques instants à partir de ce sondage, est-ce que les Français sont prêts à avoir 20 jours, 30 jours, 40 jours, 50 jours, ce sera la durée du débat à l'Assemblée, 50 jours de blocage, de grève qui les gênent dans leur vie quotidienne? Est-ce qu'ils ont suffisamment de force pour supporter ça? On a vu que c'était tendu à l'automne, ces semaines de grève dans les raffineries. Alors, on a vu comment les Français ont vécu le week-end de Noël. Est-ce qu'ils sont prêts, là, au mois de janvier, au mois de février, à vivre 50 jours comme ça? Il y aura une deuxième bataille de l'opinion. Mais c'est pour ça que, d'abord, la responsabilité, ça sera clairement dans le camp du gouvernement. Parce que, désolé, mais moi, ça ne m'amuse pas plus que ça d'avoir affaire à une annonce de ce type-là. Est-ce qu'on dira c'est la faute du gouvernement ou la faute des grévistes? Mais je pense qu'on aura besoin de gaspiller beaucoup moins de salive qu'avant pour expliquer à quel point, en fait, cette mesure est une manière de répartir les richesses de manière toujours plus inégalitaire, qu'elle n'est pas fondée du point de vue des nécessités financières. Ce qui est une différence par rapport aux fois précédentes. Fois précédentes, on arrivait toujours avec un rapport en nous annonçant le déficit abyssal. Ça tombait sur la tête de tout le monde et il fallait du temps pour gagner la bataille de l'opinion. Donc la responsabilité, elle est dans le camp du gouvernement. Là, les chiffres, vous n'y croyez pas? Quel chiffre? Le gouvernement, pour justifier sa réforme, dit 13 milliards et demi de déficit en 2030. Oui, il faut après c'est rétabli. C'est-à-dire, moi je veux bien. Là, les chiffres, c'est ce dont on parle. D'abord, parlons pas pronostic, c'est qu'on est excédentaire. Je le dis à ceux qui nous regardent. Là, en 2022. Oui, nous sommes excédentaires. Mais il faut commencer par ça. On est excédentaire. Mais ensuite, le corps prévoit un déficit. Non. Le Conseil d'orientation des retraites imagine un hypothétique déficit dans un scénario sur 4.
Voilà. De l'argent, par ailleurs, il y en a dans les fonds de réserve. Si le gouvernement ne faisait simplement qu'appliquer les lois, par exemple, je ne sais pas, rétablir l'égalité salariale entre hommes et femmes, il y aurait 10 milliards supplémentaires. Moi, j'ai plein de suggestions de ce type-là. L'argument financier... Vous êtes d'accord sur le constat du déficit? C'est quand même c'est probable qu'il y ait un déficit à 13 milliards nous sommes excédentaires. Non, mais on est excédentaire. Aujourd'hui. On est excédentaire aujourd'hui. Mais la réalité, elle est pire que ça. C'est que même la réforme là ne suffit pas à ramener le régime. Non, mais écoutez, pardon de le dire. De toute façon. Écoutons Emmanuel aussi. Non, mais ce discours, pardon, on y a le droit tout le temps. Non. La réalité, c'est même pire que ça. La réalité, c'est que 2035, même avec la réforme, on est à nouveau déficitaire. Donc ça veut dire que dans 10 ans, comme ce qui se passe depuis finalement c'est pas ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est quand même... Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais non, pardon. Bon, écoutez, de toute façon, on va pas jouer on va pas se battre sur le Conseil d'orientation des retraites. Mais ça a un sens. Mais la réalité, c'est que 2035, on est à nouveau déficitaire. La réalité, c'est que même... Alors moi, déjà, je veux bien discuter projections, mais les projections à 20, 30 piges ou 40 piges, alors qu'ils se sont trompés il y a quelques années, j'aimerais en discuter 30 secondes. Moi, je préfère parler du présent. Le présent, je le redis, on est excédentaire. Ça, c'est indéniable. Les 20 dernières années, ça, c'est des faits. C'est le passé, c'est pas le futur. Les retraites en pension comparées du niveau de l'augmentation de la vie, elles ont décroché. On va aggraver le tout avec ce type de contre-réforme. Non, elles n'ont pas décroché. Donc, c'est pas pardon vrai. de le dire. Et dans tous les pronostics... On vit dans le pays où il n'y a pas un pays où les retraités vivent mieux qu'en France. Et me citez pas l'exemple des petites retraites. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Supporter qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Mais c'est pas ne pas être d'accord, c'est les faits. Je veux dire, il n'y a pas un pays où les retraités vivent mieux que... Mais attendez, il n'y a pas un pays où les retraités vivent mieux que les gens qui sont au travail. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas un pays où l'espérance de vie à la retraite, elle est plus élevée qu'en France. C'est la réalité. C'est pas moi qui invente les chiffres. C'est peut-être justement parce que le départ à la retraite est un peu plus faible chez nous. Parce que c'est bien beau d'arriver en disant on a ça en France, mais il faut faire comme tous les autres, c'est-à-dire augmenter. Si on augmente, on arrivera à cette situation. Mais les autres, ils sont pas plus bêtes que nous Première chose. Non plus. Deuxième chose, daigner qu'on ne soit pas d'accord avec vous sur la base des mêmes rapports. Mais c'est pas être d'accord. Mais supporter ça. Il n'a pas tort sur le fait que le rapport du Conseil d'orientation des retraites, cette prévision qui est faite, chacun la lit comme il veut. Non, c'est pas que chacun la lit comme il veut. Il y a des éléments. Écoutez, ça c'est factuel. Chacun pourra les vérifier. La part, par exemple, du PIB consacré aux retraites reste stable. Dans toutes les projections, on est autour de 14%. Ce qui est une nouveauté, puisque de 1970 aux années les plus récentes, on est passé de plus qu'en Allemagne. On est passé de 5% à 14%. Ça, c'est stable. Ça veut dire que la proportion de richesse consacrée à ça, elle ne bouge pas. Donc l'argument qui consiste à dire il y a un drame qui nous attend, ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, la question qui est posée, c'est est-ce que oui ou non, on accepte de laisser paupériser des revenus qui ont déjà du mal à s'en sortir à un moment où on parle d'augmentation du coût de la vie. Olivier Besançon, rien de trop grâce à vos yeux dans la réforme des retraites, même la retraite minimum, sa revalorisation, la prise en compte de la pénibilité, la volonté d'avancer dans le dossier difficile de l'emploi des seniors. Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Écoutez, là, vous prenez 3 exemples qui vont avoir du mal à me convaincre parce que l'index sur les seniors, qui est donc l'exemple pris sur l'index de la parité salariale homme-femme, et on sait à quel point ça marche, ça nécessiterait au moins qu'il y ait des inspecteurs du travail, manque de pôle, on n'arrête pas de supprimer des emplois. Le deuxième exemple que vous citez, c'est-à-dire les 85% du SMIC et la retraite minimum, c'est simplement un rappel à la loi qui date de 2003, puisque c'était présent dans Fillon. Donc, qui va nous dire que... Et si c'est étendu à tous les retraités, ce qui est encore une possibilité, non, mais il faut avoir une carrière pleine pour ça. Donc, dire que ça va concerner 2 millions de personnes, c'est un mensonge. Parler des paysans, les paysans et les artisans, c'est les premiers qui vont avoir du mal à avoir une carrière pleine. C'est un mensonge. Quant aux 2 facteurs de pénibilité qu'on évoque sur les charges et les positions pénibles, il faut savoir que le même gouvernement, en 2017, a fait retirer ces 2 facteurs de pénibilité de la possibilité d'avoir le retraite anticipée. Bon, moi, je veux bien, au bout d'un moment, qu'on nous prenne, nous, sur nos contradictions, tout le monde peut en avoir. Mais vous pouvez aussi le voir comme une avancée. Il y a eu un recul. Non, mais on ne les réintègre pas. Par ailleurs, on ne les réintègre pas, ces 2 facteurs-là. On les a sortis du compte pénibilité pour dire maintenant que la médecine du travail devra suivre pour vous permettre quoi ? Éventuellement, de rentrer en incapacité. Je lis aussi qu'il faudra désormais travailler 100 nuits par an et non 120 pour acquérir des points ouvrant droit à une retraite anticipée. Il y aura sans doute des carrières, des métiers, des situations qui justifieront une forme d'automaticité d'acquisition des points. Donc, moi, c'est comme votre plateau hier. C'est-à-dire que là, moi, au bout d'un moment, il y a des chiffres qui nous tombent dessus, on s'y perd. Le problème, c'est que ce n'est pas une discussion comptable, c'est une discussion politique. L'espérance de vie augmente et c'est tant mieux. Elle continue à augmenter et c'est tant mieux. Elle a doublé le siècle dernier et c'est tant mieux. L'espérance de vie sans incapacité depuis la naissance, elle n'augmente pas, elle est globalement stable depuis 20 ans. Et surtout, elle est autour de 64-65 ans. C'est-à-dire précisément l'âge où on décide de nous emmener progressivement à la retraite. Donc ça, c'est un choix de société.
Est-ce que la retraite, c'est des années substantielles qui vont nous permettre de vivre cette séquence à part de l'existence où, en effet, eh bien, on échappe à l'exploitation du travail. Et cette séquence qui fait dire aux capitalistes qu'on est payé à ne rien faire au même titre que les congés payés, ça, c'est un acquis. Moi, je me bats pour ce droit à la retraite des vivants. Est-ce qu'on peut inverser? Mais je crois que là pour le coup, c'est le lièvre, il est là. Parce que moi, je partage ça. C'est-à-dire même là, pour le coup, je viens de tenter dans une projection. Je pense que l'âge effectif du départ à la retraite, il ne va pas augmenter jusqu'à 66, 67 ans. C'est pas vrai. D'abord parce que les gens n'auront pas les moyens physiquement et parce que les employeurs ne vous trouveront pas productifs. Donc, globalement, je ne crois pas qu'ils bougent. Par contre, vous pourrez toujours partir de fait dans la même moyenne d'âge, peut-être 63, 64 ans, j'en sais rien, mais avec une retraite de misère. Et de fait, vous serez obligé de faire appel à quoi? Eh bien, à des fonds qui étaient jusqu'à présent prévus par la sécurité sociale, qui seront des fonds de pension, des fonds privés, c'est-à-dire un marché extrêmement lucratif qu'attendent les assureurs depuis belle lurette. Je rappelle que les premiers rapports... Je suis content que vous répondiez ça, parce que du coup... Et c'était ma deuxième question. Vous vous focalisez sur l'âge de départ, 64 ans. Non, pas seulement. Est-ce que le vrai sujet, c'est pas la durée de cotisation? Mais vous voulez me prendre par les sentiments ou... Mais non, mais c'est vrai. Absolument. Or, je suis désolé, le chiffon rouge que tout le monde agite, qui rend les Français d'ailleurs aussi opposés à cette réforme, c'est bien les 64 ans. Or, le vrai problème, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est 43 ans. Et il se trouve que dans cette réforme, d'ailleurs, on cumule les deux, 64 ans et 43 ans. Mais la durée de cotisation, c'est peut-être ça le vrai sujet. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. C'est-à-dire que d'ailleurs, pour peut-être en hériter quelques-uns, moi, je suis la règle budgétaire, là, vous savez, moi, je suis pour la déséquilibrer, la règle budgétaire. C'est-à-dire je suis pour récupérer des points de PIB supplémentaires et revenir à la retraite à 60 ans, parce que c'est un marqueur. Les 37 annuités et demie pour tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Dans le public, comme dans le privé, c'est-à-dire rétablir l'égalité qui existait en 1993. Aligner le privé sur le... non, puisque plus personne n'est à 37 annuités, mais niveler vers le haut plutôt que vers le bas. Donc pour moi, c'est une question absolument essentielle. Vous l'avez chiffré, cette mesure? Le tout cumulé, je pense que ça fait entre 3 et 4% du PIB. Le tout cumulé. Hein. Donc si on revient à la retraite à 60 ans, c'est à peu près 20 milliards d'euros par an. Voilà. Donc, si vous rajoutez les 37 annuités et demie, après, on peut discuter d'expertise. Donc, comme la réforme porte sur l'équilibre en 2030, on parle de 180 milliards à peu près de plus. Non, mais moi je suis pour arrêter de faire transpirer les gens. Ça montre les priorités que vous avez en termes d'argent public. C'est d'abord vers les retraites, plus que vers l'école, la santé, etc. Comme je parlais comme votre interlocuteur d'hier soir, deux choses. Vous avez bien regardé l'émission, alors. C'est que les 37 annuités et demie, pour moi, c'est le sujet fondamental. Il faut en effet pas focaliser que sur l'âge d'égalité. Donc travailler 6 ans de moins qu'aujourd'hui. Tous ceux et toutes celles qui arrivent, et c'est la moyenne, sur le marché de l'emploi à l'âge de 24 ou 25 ans, de fait avec 43 annuités, ça veut dire prendre sa retraite à 65, 66 ou 67 ans. J'en sais quelque chose. Deuxièmement, en effet, sur la répartition des richesses, c'est qu'on n'est pas... On consacre déjà 14% de la richesse nationale aux retraites. On a probablement plein de défauts, mais on n'est pas forcément moins intelligent que les gouvernements libéraux qui se sont succédés pendant 30 ans et qui ont été capables, par toutes les mesures qui ont été prises, de récupérer 10% du PIB à la majorité de la population pour l'envoyer aux plus riches. S'ils ont été capables de récupérer 10% du PIB, c'est-à-dire des richesses annuelles, j'ai le défaut de croire. Je ne sais pas qu'un gouvernement, un jour, qui soit aussi fidèle aux intérêts des salariés de ce pays que tous les gouvernements étaient fidèles aux intérêts des gros actionnaires et pas des petits, on pourrait peut-être récupérer 3 à 4% pour répartir les richesses et augmenter les salaires. Parce que vous savez, on augmenterait les salaires, il n'y aurait pas 5 ou 6 millions de chômeurs dans ce pays, plus personne ne parlerait du problème des retraites. Plus personne. Il y aurait plus de monde qui travaillerait, mais je vois Emmanuel Le Chypre qui fulmine. Non, pas du tout. C'est juste que le pays que décrit Olivier Besancenot n'est pas la France. Ça a été la France à un moment donné. Non, mais je veux dire, le pays... Les 10% dont je parle, le pays. Non, mais je veux dire, cette espèce d'enfer ultralibéral que vous décrivez, où toutes les richesses sont accaparées par les riches au détriment des salariés. Je veux dire, vous pouvez pas dire ça dans le pays qui prélève le plus d'impôts au monde, qui pratique le plus la redistribution. Le pays dans lequel, vous parlez tout le temps des riches, c'est le pays, de tous les grands pays, c'est le pays dans lequel la richesse détenue par les 1% les plus riches est la plus faible. C'est le pays qui, encore une fois, redistribue le plus. Donc, vous vivez sans
sans doute en France, dans le pays qui est déjà le pays c'est pas le socialisme, c'est le pays le plus socialiste du monde, la France, quasiment. Ça m'a échappé. Et le pays dont le revenu par habitant a le plus baissé. Tout le monde, on va annuler la journée de grève alors. Non mais je sais pas. Parce que moi je vous dis la réalité. Encore une fois, il n'y a pas un pays dans lequel les gens se sont le plus appauvris. Non, c'est pas un point de vue. La réalité, c'est que si vous prenez les chiffres, le pays dans lequel les gens se sont le plus appauvris depuis 20 ans, par rapport encore une fois à tous les pays de même nature, c'est la France. Donc il y a bien un moment il faut juste se poser des questions. Voilà, non, mais moi, j'essaie de m'en poser humblement, mais je pense que tout le monde s'en pose. Là, ce que vous développez, c'est un point de vue, ce ne sont pas des faits. Non, mais c'est pas un point de vue, je vous donne que des chiffres. Quand je vous dis la redistribution, vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est pas un point de vue, mais non. Je sais pas si vous avez. Moi, je veux bien discuter de point de vue, mais pas des chiffres. Enfin, les chiffres, vous ne pouvez pas. Ou alors, les chiffres, c'est qu'il y a, en 1982, c'était la France, c'était pas un autre pays, hein. C'était en France que ça se passait. Eh bien, dans la répartition capital-travail, il y avait 10 points supplémentaires en faveur du travail plutôt que pour le capital. Ça, c'est les faits. Voilà, ça, c'est des faits. C'est des faits reconnus par l'OCDE. Et ce n'est pas des dangereux marxistes, sauf si là aussi, vous avez une information à me donner. Donc, voilà, c'est une question de choix politique. Ce que j'essaie de dire, ce n'est pas des vannes. On a des points de vue, chacun les défend. S'appuie aussi avec des argumentaires. La situation telle que je la vois, et je le maintiens, c'est que ce gouvernement n'en est pas un. Voilà, c'est une banque en ligne. On prend le RIB, pas des plus riches, des plus grands groupes auxquels on n'ose rien faire. Enfin, écoutez, vous savez, sous ce gouvernement, le monde se divise en 2 catégories. Vous savez, c'est comme le bon, la brute et le truand. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Ceux qui creusent, c'est toujours les mêmes. Vous écoutez, il y a ceux à qui on fait des appels à la responsabilité. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est la version Monsieur le maire. J'appelle les grands patrons à avoir un peu de responsabilité et à donner un peu de leurs dividendes aux salariés parce que ça va finir par se voir. Et puis, il y a ceux pour qui c'est sans appel. Et ça, c'est la majorité de la population. Et là-dedans, il y a des salariés, il y a des chômeurs, d'où la réforme assurance chômage. Il y a des artisans. Je ne comprends pas pourquoi vous acharnez sur les... Enfin, je veux dire, parlez des salariés, des PME, des petites boîtes, etc. Mais parlez pas des grands groupes du CAC 40. Vous acharnez pas sur les grands groupes du CAC 40. Il n'y a pas plus heureux en France aujourd'hui qu'un salarié du CAC 40. Donc, franchement, c'est même mieux d'être salarié du CAC 40. D'ailleurs, c'était l'objet de ma question, si vous m'autorisez. Est-ce qu'au fond, notre rapport aux réformes des retraites, le rapport aux réformes des retraites, pourquoi systématiquement les 2/3 des Français sont contre, quelle que soit la réforme, et pourquoi d'ailleurs ce chiffre s'aggrave réforme après réforme? C'est peut-être le rapport des Français au travail. Peut-être que les gens ont envie de quitter le travail, et c'est peut-être ça le sujet le plus inquiétant. Pourquoi autant de gens veulent absolument quitter leur travail? Il y a ça, mais il y a aussi une autre réalité que je connais par exemple à La Poste comme ailleurs. C'est que quand vous avez dépassé les 55 ans, on vient gentiment vous voir en disant « Tiens, ça serait bien que tu partes ». Il n'y a pas que ça. Il y a 30 ans, les 60% des Français disaient que la valeur travail était très importante. Le travail était très important dans leur vie, et aujourd'hui, ils sont 24% à le dire. Vous vous rendez compte du changement d'état d'esprit? Oui, je me rends compte, mais vous savez quoi? Augmenter les salaires. Et on va discuter après. Parce que les salariés des grandes entreprises du CAC 40 étaient tellement heureux que ça rejoint le propos de votre collègue tout à l'heure. Les salariés des raffineries de Total étaient en grève au mois de décembre. Donc, comme quoi, vous voyez, moi, je fais la différence entre les plus grandes entreprises et les plus petites. Et pour les plus petites, elles sont, comme le restant de la société, en train de se faire bouffer par les plus grandes. Parce qu'en effet, même la fiscalité, sous ce gouvernement, on n'est pas loti de la même manière, selon qu'on est une grande multinationale qui paye 0 € d'impôts, comme Total les bonnes années, et des petits artisans qui sont pris à la gorge. Alors, donc, comme quoi, il y a une colère nouvelle, peut-être, qui est en train de voir le jour. Vous payez des impôts là où vous faites des profits. Alors, on peut le regretter, mais c'est les règles internationales. Total ne fait pas de profit en France. Voilà, parce qu'il n'y a pas de pétrole en France. Merci. Et on a des idées. Merci Olivier Besançon d'avoir été avec nous ce soir, très en forme. Merci Emmanuel Le Chypre et merci. Quand on pouvait, bon an mal an, partir à l'âge de 60 ans, à la retraite, on mettait son plus beau costard pour faire honneur au pot de départ où l'on nous offrait par égard une épuisette. On pouvait partir en croisière, aller pêcher dans les rivières, truites et ablettes. Oui, on en profitait pleinement avant de devenir impotent, grabataire et incontinent, arthrose, diabète. Aujourd'hui c'est moins folichon et l'on nous montre le bourrichon sur les retraites. D'après des experts avertis, certains sont beaucoup trop nantis et faut faire des économies. Fini
mis la fête. On a été bien trop coulant de Léon Blum à Mitterrand. Ce qu'on était bête. On ignorait que le progrès, c'était de bosser sans arrêt. Qu'on n'était pas là pour se marrer. C'est la compète. On croyait même que le bonheur, c'était de faire les 35 heures. Arrête Cosette. Sache que le travail c'est la santé, c'est pas de prendre des RTT. Et puis la pénibilité, c'est obsolète. Désormais votre seul avenir c'est de turbiner sans mollir. Baissez la tête. Au lieu de mourir au champ d'honneur, clamser devant l'ordinateur. L'entreprise offrira des fleurs. Et adieu la retraite.